Deuxième partie dont on ne va pas se mentir. Nous en rejoint sur ce plateau Jean-Éric Calon, maître de conférence en droit public à Paris Sud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Charlotte Rocoquillon est là également. Bonsoir. Vous êtes membre du collectif LBE. Dominique Sopo, président d'SOS Racisme, est avec nous. Et également José Pochat, journaliste à Valeurs Actuelles. Merci et bonsoir à tous les quatre. On parle de déchéance de nationalité puisque finalement... Apparemment, ils y sont parvenus. L'Élysée et Matignon ont réussi à produire une mouture du texte sur la déchéance de nationalité que pourront voter les parlementaires socialistes. Le gouvernement avait bien supprimé du texte de son projet de loi les termes relatifs à la binationalité et à l'apatridie, mais ils ont refait surface en fin de semaine dans les lois d'application qui déterminent les modalités de mise en œuvre du texte, en précisant par exemple que la déchéance de nationalité ne peut avoir pour résultat de rendre la personne condamnée apatride, ce qui voulait dire que, eh bien, finalement, cet article de loi ne désignait par ricochet que les binationaux. Colère des députés socialistes qui ont fait savoir hier qu'ils ne voteraient pas le texte en l'état. Apparemment, tout est arrangé. En tout cas, après que Stéphane Le Foll a répondu aux journalistes ce matin à l'issue du Conseil des ministres, parce que manifestement, le porte-parole du gouvernement n'était pas au courant. Regardez. Pas du tout envie de me lancer. Alors, on va se mettre bien d'accord. Je vous ai donné l'ensemble de ce qui a été présenté ce matin. Ça veut dire que c'est pas tranché encore. Mais vous avez bien vu que tout a été dit. Tout a été rappelé. Non. Mais ça, c'est votre problème. Est-ce que la phrase, je peux me permettre d'utiliser les guillemets, puisque voilà, est-ce que la phrase, la peine complémentaire emporte d'échéance de nationalité, sauf si elle a pour résultat de rendre la personne condamnée apatride, est-ce que cette phrase figure ou non dans vos projets de loi présentés ce matin par Manuel Valls ? Vous avez tout à fait le droit de poser cette question, vous allez la poser, moi j'imagine que d'autres la poseront. Je vous ai donné l'ensemble des dispositions qui ont été présentées ce matin au Conseil des ministres. Je vous ai répondu. Je vous ai répondu. C'est un problème, oui, parce qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir poser 10 fois la question. C'est un vrai problème, parce qu'il reste une ambiguïté, et nous, on ne veut pas écrire des choses qui soient fausses ou ambiguës. Si, oh là là, si c'était la règle qui s'appliquait à chaque fois que vous écrivez des choses... Aujourd'hui, la règle s'applique. Aujourd'hui, je suis désolé, ouais, elle s'applique. Écoutez, aujourd'hui... Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat et ce procès. Il y a quand même des moments aussi où chacun doit avoir un peu de respect. Je vous fais le point sur le Conseil des ministres. Je vous dis ce qui a été dit et je l'ai dit de manière très précise. Donc maintenant, s'il vous plaît, il y a un moment où vous pouvez répéter, même aller jusqu'à dire... On ne répète pas, on veut simplement que les Mais choses vous soient... aurez tout le temps, il y a un débat vendredi. Je vous dis ce qui a été dit ce matin. Bon ben voilà, on n'en sait pas tellement plus, hein, mais si l'on en croit Bruno Le Roux, qui a vu Manuel Valls avec d'autres députés à la mi-journée, eh bien... La question de l'apatridie ne figure plus dans le texte et donc par ricochet la binationalité non plus. Dominique Sopo, je sais que vous êtes, comme on dit de façon un peu populaire, au taquet sur cette affaire. Vous lancez même une pétition demandant aux députés de ne pas voter cette déchéance de la nationalité. Est-ce que vous êtes rassuré par ce qui se passe là ? Certainement pas rassuré, parce que là on est vraiment... Et d'ailleurs, on voit bien avec la communication de Stéphane Le Foll dans de l'improvisation permanente où en fait, on essaye de sortir à chaque fois d'une mauvaise solution par une autre mauvaise solution. D'ailleurs, à la fin, lui-même ne comprend plus ce qui va être voté, tellement il y a eu une précipitation au point de départ dans l'annonce de cette déchéance de nationalité réservée, je le rappelle, au point de départ à des binationaux nés français, ce qui est quand même une nouveauté par rapport au droit actuel. Et aujourd'hui, toutes les semaines, on nous raconte une chose nouvelle. Alors là, par exemple, on nous dit ça ne va plus concerner les binationaux. Mais je rappelle que les binationaux, ça va concerner tout le monde. Alors, si maintenant la France produit des apatrides, alors bravo pour le progrès, au demeurant, mais la semaine dernière, le Premier ministre expliquait qu'il allait ratifier la convention de 61 de l'ONU qui interdisait le fait de faire des apatrides, même si... Au demeurant, c'est pas si clair que ça, puisque la France, à l'époque, avait posé une réserve d'interprétation. Donc, en fait, on ne sait pas. Et de toute façon, le plus probable, bien évidemment, c'est que la France finisse par ratifier ce texte de 61 et dise « Ah bah désolé, il se trouve qu'on ne peut plus faire que les binationaux, puisque nous avons ratifié les textes internationaux qui interdisent l'apatridie. Donc, on se fiche un peu du monde. » Alors, justement...
On a un spécialiste de la Constitution sur le plateau. Ouf. On attend de vous, Jean-Éric Callon, que vous nous disiez ce qu'il en est dans cette situation parce qu'on n'y comprend plus rien. On a 30 minutes pour essayer d'y comprendre quelque chose. Hélas, non. En réalité, je pense que c'est à la fois une erreur juridique et une faute historique, cette modification de la Constitution. D'abord parce que les questions de nationalité n'ont rien à faire dans la Constitution. Il n'y a quasiment aucune Constitution dans le monde de pays démocratiques qui comportent des éléments sur la nationalité, et quand ils en comportent des articles, quand il y a des articles dans ces constitutions sur la nationalité, c'est pour des éléments positifs. C'est il faut devenir national du pays pour telle raison, parce que, etc., etc. Jamais sur les questions de déchéance. Deuxièmement, la Constitution, elle n'a pas à recueillir ce type de dispositions. Et d'autant moins dans une espèce d'effervescence de production de textes juridiques, comme on le voit aujourd'hui. La Constitution, c'est un texte qui ne doit pas être modifié en permanence. C'est un texte qui doit être stable, qui est un symbole de notre vouloir vivre commun, de nos principes essentiels. En quoi les questions de déchéance de nationalité sont un élément fondamental de notre pacte républicain. Ça veut dire qu'on pourrait en décider, on pourrait légiférer sur la question sans passer par une modification de la Constitution? Alors je pense que oui. D'abord, la déchéance de nationalité, elle existe déjà en France et elle existe depuis 1803. Donc c'est pas un élément de nouveauté, c'est l'article 25 du Code civil. Donc il y a des éléments de déchéance. Deuxièmement, il y a tout un environnement de droit international contre lequel une modification de la Constitution ne pourra pas grand-chose. Ça veut dire qu'il y a la Convention européenne des droits de l'homme, il y a la Convention de 1961 que le gouvernement indique vouloir définitivement ratifier. Donc tout un environnement qui fait quand même qu'on n'est pas sur un droit récent sur les questions de déchéance de nationalité et d'apatridie, mais on est sur un droit long. Il faut quand même se rappeler qu'historiquement, les questions sur la situation d'apatride, elle apparaît essentiellement après la Première Guerre mondiale, et ça va être un des fondements de la création de la Société des Nations qui va donner naissance à l'Organisation des Nations Unies. Donc on n'est pas quand même sur une question dérisoire sur laquelle... Que le Parlement français veuille s'emparer de cette question-là en fonction des majorités, des circonstances et de la situation, c'est son rôle, et il est là pour décider. Mais qu'on ne l'inscrive pas dans la Constitution. Et alors, cette convention de 1961, on la signe pas? On peut créer des apatrides ou pas après? Parce que on entend tout et son contraire à ce sujet. Alors, la Convention limite en réalité les situations dans lesquelles on peut devenir apatride. Mais quand la France l'a signé en 1961, il y a effectivement une réserve qui a été mentionnée, alors qui est un peu technique, parce que c'est une réserve à tiroir, donc c'est un peu compliqué de l'expliquer, mais dans lequel la France se réserve la possibilité de déchoir de la nationalité ses propres nationaux, y compris quand ils ne sont pas binationaux, donc de créer des apatrides. Donc le fait de signer cette convention de 61 sans supprimer cette réserve n'interdirait pas à la France de créer des apatrides. Oui, mais une fois qu'on a créé des apatrides, on en fait quoi? Alors c'est la question. D'abord, elle n'est pas réglée. Mais en réalité, je trouve que cette question, elle est en droit un peu limitée. Pourquoi? Parce que est-ce que le fait de menacer quelqu'un d'être apatride est dissuasif? J'en suis pas persuadé. On peut émettre quelques doutes. On peut émettre quelques doutes. Deuxièmement, les pays qui le pratiquent, est-ce qu'ils le pratiquent souvent? Quand on fait une analyse de droit comparé, on se rend compte que non. Ça veut dire que c'est à l'unité, quelquefois, voilà, et avec des possibilités de recours qui font durer les procédures juridictionnelles, y compris devant les juridictions suprêmes quand il y en a dans ces pays-là, pendant des dizaines d'années. Donc l'intérêt est parfaitement limité. On n'est pas à la recherche d'efficacité, laisse-t-on entendre dans l'entourage du gouvernement, on est à la recherche d'un symbole, José Pochard. Donc on ne se pose pas la question de savoir si ça va dissuader ou pas. Eh bien heureusement, parce que le symbole, il est dur à trouver. C'est ça qui est le plus fou. C'est qu'on est à la recherche d'un symbole, et une mesure symbolique, on est bien d'accord, c'est pas une mesure efficace, c'est un symbole. En revanche, on peut s'appuyer sur un symbole pour ensuite être efficace. Mais là, on s'arrête au symbole et déjà on n'y arrive pas. Il faut quand même juste, je voudrais faire remarquer une toute petite chose. Notre histoire, là, notre feuilleton, il démarre le 16 novembre. Par un beau coup politique de Hollande devant le Congrès à Versailles. Il est applaudi par tout le monde en proposant cette déchéance de nationalité par l'ensemble des parlementaires, droite et gauche confondus. Sénateurs et députés. Et il a avec lui l'immense majorité des Français. Le dernier sondage, je crois, 75% au BVA, 75% des Français sont pour. On était à 95% il y a un mois. On était à 95% d'adhésion à l'Union. C'est encore une immense grosse majorité. C'est encore 3 Français sur 4, ce qui est considérable. 2 mois et demi après, on entend amateurisme, bricolage. On est revenu dans le monsieur bricolage. Vous vous souvenez la boîte à outils. Mais oui, la boîte à outils de monsieur bricolage. C'est exactement ça. Sur un truc sur lequel on est obligé de faire appel les profs de droit parce que franchement, apatridie, pas apatridie, binationalité, pas de binationalité, plus personne n'y comprend rien. Il y a juste une chose qui est devenue extrêmement claire. C'est que tout ça, c'est du bidouillage politique pour que
François Hollande récupère des points de popularité, et c'est tellement clair que ça va rater, mais dans la grande largeur. Mais peut-être que ça va rater, ou que ça rate, si je vous entends, Charlotte Coquillon, parce que José Pocha avait raison de rappeler l'origine de cette disposition, enfin, cette proposition du chef de l'État. On est le 16 novembre, 3 jours après les attentats du 13, qui ont fait plus de 150 morts en France. Et donc aujourd'hui, on a la sensation que de cette tragédie, de ce drame, de cette attaque de la France, eh bien, on fait quelque chose de politicien. Oui, alors en fait, donc moi je représente le collectif LBE, qui est un collectif d'associations, de chercheurs, d'entrepreneurs, d'acteurs de terrain, qui s'est réuni à la suite des attentats du 13 novembre, justement sur ce constat que face aux désœuvrement apparent de nos responsables politiques, nous, on avait des réponses sur le terrain, par nos actions au quotidien et par le fait qu'on est vraiment sur le front toute l'année et qu'on voilà, on a des solutions à notre échelle. Et donc, loin de résoudre la question du terrorisme et d'être efficace, cette mesure, elle aggrave au contraire les causes mêmes de la fracture sociale. Donc, c'est vraiment dans ce sens que nous avons lancé notre première campagne contre la déchéance de nationalité, et y compris en donnant la parole aux concernés eux-mêmes. Parce que tout le monde commente depuis le début pour, contre, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce que c'est légal, pas légal, mais personne n'a donné la parole aux binationaux eux-mêmes, à leurs familles, à leurs parents, à leurs enfants, qu'est-ce que ça signifie pour eux symboliquement, la violence et la brutalité de cette mesure que tout le monde reconnaît être inefficace et juste symbolique. Est-ce que ça marche alors, les mobilisations, aussi bien la vôtre que celle d'SOS Racisme, Dominique Sopo? D'abord, je rebondis sur ce qui a été dit, sur la violence ressentie par beaucoup de personnes qui sont binationales ou qui ont des enfants binationaux ou des parents Plusieurs binationaux. millions de Français. Enfin, moi, j'ai eu des gens au téléphone qui pleuraient. Et ce n'est pas une image, ils pleuraient. Et quand on est dans un contexte post-attentat, dans lequel on est face à des terroristes, animés d'une idéologie totalitaire qui consiste à venir instiller des germes de guerre civile, à venir instiller la division, si les mesures que l'on prend font pleurer plusieurs millions de personnes ou sont pour eux une violence symbolique, je me demande bien ce que l'on recherche. Parce que la meilleure protection pour la France, certes il y a des mesures de sécurité à prendre, pas non plus être naïf et j'allais dire bien évidemment, ceci étant, une des meilleures protections de la France, c'est que le pays ne puisse pas être identifié comme un pays dans lequel les actes de terrorisme puissent venir déclencher des cycles de vengeance, des cycles de désunion. Et c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer avec cette histoire de la déchéance de la nationalité. Alors, est-ce que ça marche? Oui, en partie. Déjà, dans les sondages, il y a quand même un recul assez net du soutien à la déchéance de nationalité, même si, au demeurant, je me demande bien ce que les gens peuvent en comprendre au regard du pataquès permanent qui tourne autour de ce sujet, et même d'ailleurs d'éléments de communication du gouvernement qui sont très loin de la réalité. Par exemple, on dit que ça concerne les terroristes. Mais non, ça ne concerne pas les terroristes, ça concerne les atteintes à la vie de la nation, ce qui est déjà une catégorie plus large, et même une catégorie assez floue d'ailleurs sur le plan juridique. Je ferai remarquer par ailleurs qu'on a étendu au délit, et non plus simplement au crime, la possibilité, les cas qui ouvrent la possibilité de déchoir de la nationalité. On est sur des choses extrêmement larges qui s'éloignent quand même assez fortement des cas de terrorisme. Et je constate fort heureusement que toute une série de députés de droite et de gauche se sont exprimés assez fortement pour dire leur opposition, et même d'anciens élus ou d'anciennes personnes avec des hauts postes comme Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel. Justement, on peut se poser la question d'une ironie du sort, ou je sais pas, d'un arroseur arrosé, ou d'une posture, en tout cas. La droite, qui était plutôt demandeuse de mesures de déchéance de nationalité, et pas seulement d'ailleurs dans les cas de terrorisme, ne se sent pas très à l'aise avec ce projet de loi. Écoutez ce qu'en disaient plusieurs députés de droite et de gauche interrogés cet après-midi. Très franchement, je n'ai pas du tout envie de me lancer dans une affaire qui nous crée des apatrides français qui seront dans la situation la pire, parce qu'on ne pourra pas, de toute façon, les sortir de France. L'apatridie est quand même la dernière chose sur le plan des droits de l'homme. Un tiers des djihadistes qui partent en Syrie, qui se battent en Syrie, sont des Français, entre guillemets, de souche, qui sont des convertis.
Donc effectivement, il y a un léger problème. Pourquoi est-ce que la déchéance ne s'appliquerait qu'à l'un et pas à l'autre? Un terroriste, c'est un terroriste. La déchéance se fera sans condition d'origine. Donc vous voyez bien que nous sommes sortis de la question qui préoccupait le groupe socialiste, qui ne doit pas y avoir de différence entre les Français qui ont acquis la nationalité française depuis 15 ans et les Français qui sont Français depuis 15 générations. Soit c'est des apatrides, soit sinon on ne fait pas d'apatrides, mais alors à ce moment-là c'est la discrimination à l'égard des binationaux. Donc cette affaire-là, elle est indébrouillable. Halte au feu, on doit se rassembler. Dans la lutte contre le terrorisme, rassemblons-nous sur l'essentiel. Alors, c'était pas Claude Goisguen, hein, c'était Pascal Cherki sur la fin, qui appelait justement à se rassembler, qui disait halte au feu. On a entendu aussi Pierre Lelouch dire, mais 30% de ceux qui partent en Syrie sont des convertis et qui n'ont qu'une nationalité, la nationalité française. Christiane Taubira, dans son très beau texte Murmure à la jeunesse, faisait remarquer, avec un petit peu d'ironie là aussi, qu'il n'y avait pas de binationaux parmi ceux, enfin en tout cas binationaux français avec une autre nationalité, parmi ceux qui ont commis les attentats du 13 novembre. En revanche, ils ont tué 27 binationaux parmi donc les 153 victimes. José Pochat, c'est indébrouillable cette affaire. C'est pardon ? C'est indébrouillable, pour reprendre le terme de Pascal Cherki. Oui, bien sûr, c'est totalement indébrouillable, c'est surtout totalement n'importe quoi. Il a dit un truc très amusant, Pascal Cherki, que j'ai noté. Il a dit, pour une mesure qui devait rassembler la communauté nationale, c'est raté. Oui, effectivement, c'est totalement raté. Mais qu'est-ce qui s'est passé, ce dont on parlait à l'instant, ce gage qui est donné il y a un gage donné à la droite d'un côté pour essayer de récupérer des voix à droite, un gage donné à la gauche de l'autre côté en disant c'est les juges uniquement qui auront le droit de déchoir la nationalité française. En fait, quand on fait en même temps un pas en avant, un pas en arrière, on tombe, c'est aussi bête que ça. Alors, quand on fait successivement, on fait du surplace, mais quand on le fait en même temps, on tombe et on se casse la figure. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, en embuscade, il y a un deuxième sujet de crispation. C'est le projet de loi sur la réforme de la procédure pénale. Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement en améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. C'est un projet de loi qui suscite beaucoup d'inquiétudes au sein de la magistrature. Déception pour les magistrats qui dénonçaient le transfert de pouvoir judiciaire vers un pouvoir policier. Le Conseil d'État a validé ce projet de loi. Jean-Éric Callon, est-ce que le Conseil d'État a fait de l'état d'urgence un régime de droit commun en validant ce texte? Je crois qu'on ne peut pas dire ça. D'abord, il faut garder raison quand même. On reste dans un état de droit. Toutes les décisions qui sont prises ou qui seront prises en application de ce projet de loi, s'il est adopté par le Parlement, seront soumises à un juge. Et le juge administratif n'a pas moins de légitimité que le juge judiciaire. Bon, c'est un juge indépendant, protecteur des libertés publiques. Un très grand nombre de libertés publiques dans lesquelles aujourd'hui, dont nous profitons aujourd'hui, ont été bâties, construites par le Conseil d'État pendant près d'une centaine d'années de jurisprudence. Donc on ne peut pas jeter l'opprobre comme ça. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'une partie des mesures de police, alors c'est un peu technique, qui étaient placées sous le contrôle du procureur de la République et donc du juge judiciaire, vont basculer dans ce qu'on appelle la police administrative, sous le contrôle du préfet et du juge administratif. Mais on peut le contester, on peut considérer que la magistrature perd une partie de ses prérogatives. On peut naturellement débattre, et je suis d'ailleurs un de ceux qui considèrent qu'on ne devrait pas en réalité procéder ainsi, ou qu'on devrait le faire en accompagnant ça de mesures favorisant le fonctionnement des juridictions judiciaires, un statut de la magistrature, etc. Mais en soi, c'est pas si dramatique que ça. Le Conseil d'État sanctionne les mesures qui sont illégales et le fait dans des délais extrêmement rapides, quelques heures, quelques jours, et on le voit, si on lit un peu l'actualité, qu'un certain nombre de tribunaux administratifs ont annulé dans le cadre de référés des mesures attentatoires prises par des préfets sur des mesures prises en application de la loi de 55. Donc vous n'êtes pas plus inquiet que cela? Non, je ne suis pas inquiet. Ce qui est vrai par contre, c'est que les juges et la justice judiciaire se sentent dans un état de délabrement depuis un très grand nombre d'années et que ça vient en réalité rajouter un élément de défiance à l'égard des magistrats qui n'en avaient pas besoin. Un mot très rapide sur cette réforme de la procédure pénale, José. Une fois de plus, on a besoin d'un prof de droit sur le plateau pour s'en sortir un petit peu.
moi, c'est un peu ça qui m'inquiète, si vous voulez, parce qu'on a appris quand même ce matin qu'on avait sur notre territoire français plus de 8000 personnes qui étaient censées être des terroristes en puissance, qui étaient censées des gens fichés, dangereux. Si, 8250, le chiffre exact. Des personnes signalées comme étant radicalisées. Comme étant potentiellement radicalisées. Potentiellement radicalisées. Non, c'est pas des terroristes en puissance. On ne peut pas, comment dire, faire... Ok. Non, il y a un sujet. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet, mais on ne peut pas faire des raccourcis comme cela. C'est suffisant. Il me semble que c'est suffisant. Que ces gens soient radicalisés, c'est déjà en soi une source d'inquiétude. Le débat qu'on devrait tout savoir, c'est, voilà, on fait comment? On les surveille comment? On met quoi en place? On apprend aussi que ces 8250 personnes, leur contact, leur premier contact, et qui a fait qu'elles se sont radicalisées, c'est un contact humain pour 95% d'entre elles. Ces gens-là, on les repère comment? Ces personnes qui ont été à l'origine de leur radicalisation. C'est ça, moi, qui me passionnerait. C'est ça que j'aimerais qu'on ait comme débat en ce moment sur le territoire français, quand on est entre nous. Comment on fait pour être efficace pour lutter contre le terrorisme? Je n'ai absolument rien contre les profs de droit, que je sois claire. Charlotte Recoquillon. Mais voilà, c'est ça qui me gêne. Charlotte C'est ça qui me gêne. Oui, moi je crois qu'il ne suffit pas de se demander et qu'est-ce qu'on fait maintenant et comment on fait, mais il faut vraiment comprendre comment on en est arrivé là. Et encore une fois, nous, sur le terrain, on a quand même un certain nombre de réponses, d'explications, etc. Et contrairement à ce qu'on entend, la recherche et la sociologie n'excusent pas, mais expliquent, permettent de comprendre et permettent d'agir. Et nous, c'est vraiment dans ce sens-là aussi qu'on milite. Alors, Dominique Sopo, je vais me passer de votre avis sur cette question parce qu'il nous reste peu de temps et je voudrais, vous allez comprendre pourquoi. Je voudrais vous interroger quand même sur ce qui s'est passé en Corse la nuit dernière avec des tirs contre une boucherie halal, une sandwicherie kebab, et avoir la réaction du président des SOS Racisme. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de revendication sur la nature de l'acte. En Corse, les tirs peuvent être faits aussi pour d'autres raisons. Peut-être que le fait que ce sont des commerces qui correspondraient à un symbole d'une présence arabe ou musulmane. Ceci étant, tout cela, c'est quand même dans un contexte où on a eu des ratonnades il y a quelques semaines. Ratonnades suite auxquelles aucune personne, pour l'instant, n'a été arrêtée ou inquiété. Donc je m'inquiète moi-même du fait de savoir s'il y a une volonté forte des pouvoirs publics de faire en sorte de retrouver les personnes qui commettent de tels actes. Alors là, j'imagine que oui, puisque là on est quand même sur de l'arme d'assaut, sur des fusils d'assaut, mais il serait bien que lorsqu'il y a des délits, des crimes racistes qui sont commis en Corse, les pouvoirs publics agissent réellement. Et peut-être que la population soit réellement collaborative avec les autorités. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. L'info continue sur les télés. On se retrouve à 20h30 demain.